Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Ce soir, on va parler de Jean-Jacques Rousseau, donc Jean-Jacques Rousseau en 2 minutes. Alors, la question qui, à mon sens, traverse l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau est la suivante. Comment vivre parmi les hommes sans se corrompre? Je répète, comment vivre parmi les hommes sans se corrompre? Donc, il faut accepter un certain nombre de principes chez Rousseau pour pouvoir comprendre sa réponse. Alors, il faut partir du principe que les premiers hommes vivaient assez éloignés les uns des autres pour maintenir de bons rapports de voisinage. De plus, ils cultivaient la terre, ce qui est une activité qui rend l'homme meilleur d'un point de vue moral, ou plus juste si vous préférez, car les joies et les souffrances du cultivateur purifient son âme. La nécessité fait que pour survivre, il a fallu se rejoindre aux communautés plus ou moins importantes. Cette mutation aliène l'homme de sa liberté. Pour vivre en communauté rapprochée, nous avons besoin de lois. Donc, donc l'homme à vivant à l'état de nature, c'est-à-dire sans loi, c'est pas le pont sauvage comme on a pu le dire, mais c'est surtout à l'état de nature, c'est-à-dire sans loi, doit passer à l'état civil, c'est-à-dire gouverné par des lois. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est dans des grandes communautés d'êtres humains, il faut des lois pour donner des règles de vie en communauté. Alors cette idée que justement, comme j'ai pu le dire, les joies et souffrances du cultivateur purifient son âme, c'est des idées qu'on retrouve notamment chez Hésiode pour ce qui est des Athéniens ou des Grecs. Pour ce qui est des Romains, ça sera les Géorgiques de Virgile. Donc grand poète, mais où surtout on a vraiment cette notion qui est développée chez Virgile que si vous voulez, le cultivateur étant totalement autonome et n'ayant pas besoin du reste de la société, à quelqu'un qui est moralement extrêmement sain, puisqu'il n'a pas besoin des autres et il cultive suffisamment pour sa famille et pour les autres. Et cette souffrance, cette connaissance de la terre font que l'homme est sain moralement en tout cas. Mais malheureusement, on peut plus vivre comme ça dans une espèce de comment dirais-je de campagne ou de nature campagnarde un peu comment dirais-je idéalisée. Il faut vivre dans des grandes agglomérations. Le problème c'est que quand on est loin des travaux de la terre, on a tendance à devenir corrompu. Alors mais comme à Athènes ou à Rome, l'homme de la grande ville a tendance à se corrompre car il ne travaille plus comme le paysan et donc ne purifie plus son âme au contact des travaux de la terre. De plus, l'homme privé de sa liberté a tendance à devenir servile et méchant. Donc que faire pour vivre en commun sans perdre toute morale, sachant qu'on ne le reviendra pas à l'état de nature, c'est-à-dire à l'état sans loi? Alors il faut viser l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts individuels. Ça c'est peut-être pour faire un clin d'œil à Platon, mais Platon pensait que justement finalement la démocratie ça serait que la somme des intérêts individuels et qu'on n'arrivera jamais comment dirais-je à l'intérêt général, donc peu importe. Donc l'intérêt général, pour vous donner une image de ce que c'est comme le code de la route. Vous avez peut-être envie de rouler à 250 sur l'autoroute parce que ça vous permettrait d'aller plus vite en vacances, mais malheureusement on a tous besoin d'avoir une limite parce que justement quand il n'y a pas de règles, pas de loi et pas de limite, voilà, on aura plus d'accidents, plus de morts, plus de souffrances et on veut éviter ça. Donc on sait qu'il faut viser l'intérêt général, sachant que pour viser l'intérêt, il faut que je retranche une partie de ma liberté et que je réduise un peu mes intérêts dans une société dans laquelle on veut vivre. Alors, donc dans le code de la route encore, c'est l'intérêt général qui prime, c'est pas l'intérêt de tel ou tel automobiliste qui prime. En même temps qu'il faut viser l'intérêt général, il faut donner un maximum de liberté aux individus. Alors comment viser l'intérêt général et donner le maximum de liberté individuelle? Pour viser à l'intérêt général, il faut un ou des législateurs. Ces législateurs peuvent être ça peut être un roi, une aristocratie ou une démocratie. De préférence, une aristocratie de mérite et non une noblesse de sang. Un aristocrate, c'est l'homme qui est capable de laisser de côté son intérêt particulier pour se donner entièrement à l'intérêt général. Quelqu'un qui a vraiment de grandes qualités morales puisqu'il est capable de ne se concentrer que sur l'intérêt général. Sans cette possibilité d'avoir une petite aristocratie dévouée à l'intérêt général, il faut préparer les esprits par l'éducation du petit homme en citoyen. Éducation autant pratique que conceptuelle, basée sur les livres, l'observation de la nature. Alors, les livres, faudrait plutôt les mettre à la fin, là, pour le coup, mais c'est... Donc, les livres, l'observation de la nature et l'expérimentation. Apprendre aux enfants à la musique. Bah, évidemment, Jean-Jacques Rousseau a inventé une méthode pour lire la musique. C'est quelqu'un qui était vraiment passionné par la musique, Jean-Jacques Rousseau. Donc, apprendre aux enfants la musique, à se tromper, donc à faire des erreurs, l'amour de la connaissance, l'autonomie de la pensée, un métier, voyager et fonder une famille, si possible à la campagne. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, il faut herboriser la campagne. Donc pour accepter l'ensemble de la vision du monde de Jean-Jacques Rousseau, il faut accepter quand même que dans les grandes villes, on va dire l'air, l'oxygène moral se fait plus rare, ou il est plus vicié si vous voulez, que dans les petites agglomérations et que finalement dans les grandes villes on a tendance à être avec des gens qui sont moralement plus dégradés ou
voilà, moins fort ou moins stable que dans les petites villes ou les petites agglomérations où les gens moralement sont plus sains, plus costauds, etc. Et il se pose un problème, c'est comme on doit vivre dans les grandes villes, bah, il faut trouver un système pour que dans les grandes villes on soit pas trop corrompu, sinon c'est la guerre de tous contre tous et c'est ce qu'on veut éviter quand même. Donc pour éviter que dans les grandes villes on s'entretue, il faut qu'à la tête des grandes villes ou de l'État maintenant, comme on dit, il faut des comment dirais-je, une aristocratie ou il faut un gouvernement, bref, qui n'ait à cœur l'intérêt général. Parce que c'est avec cet amour de l'intérêt général qu'on arrive à gouverner des grands ensembles sans que ça soit trop moralement corrompu. Et finalement, on retrouve ça dans des choses toutes bêtes, mais comme l'ENA par exemple, l'École nationale d'administration. Pourquoi est-ce que l'ENA existe? Pourquoi est-ce que le général a voulu que l'ENA existe? Tout simplement parce que l'idée est que on va avoir une école, on va former des futurs ministres, présidents, tout ce que vous voulez, parce que on va former ces gens à quoi? À pas être moralement irréprochable, bien sûr. On peut rêver, mais on va leur apprendre à ce qu'un bon homme politique, c'est pas quelqu'un qui prend les décisions qui font plaisir à tout le monde. C'est comme le code de la route, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde que les choses soient limitées, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on limite et qu'on réduit un peu la liberté des gens? On la réduit pour sauvegarder l'intérêt général, sachant que il faut pas non plus tout réduire, soi-disant l'intérêt général serait supérieur à la liberté. Enfin, il y a une espèce de, comment dirais-je, d'harmonie ou de juste milieu à trouver entre la liberté individuelle et l'intérêt général, sachant que l'intérêt général n'a rien à voir avec mon intérêt, c'est mon intérêt supérieur. Moi, j'ai intérêt à ne plus payer d'impôts, j'ai intérêt à ceci et à cela, mais en même temps, il faut bien quand même que je paye des impôts pour payer, je sais pas, les pompiers, la police ou les hôpitaux ou les écoles, et donc il faut trouver un juste milieu, et l'homme qui sera garant de juste milieu, ça sera le ministre, ça sera le président, ce sera cette personne-là qui va faire le boulot. Et si on veut que cette personne-là soit la plus efficace possible, parce qu'on doit vivre dans des grandes villes, c'est comme ça, surtout de nos jours, on n'a plus trop le choix. Il faut imaginer qu'il écrit au XVIIIe siècle, là, il y a encore beaucoup d'espace, on va dire, et on est beaucoup moins nombreux à l'époque. Ils sont un peu moins d'1 milliard. Mais aujourd'hui, on est 7 milliards, on est obligé de vivre dans des grandes villes, et si on veut pas que moralement ça soit irrespirable, ça soit à la fin ça donne quoi, Sin City ou Gotham City comme on l'a dans les films américains, mais c'est exactement ça, où tout le monde essaye de d'escroquer tout le monde. Et si on veut quand même vivre dans un endroit où on peut vivre, on peut moralement, les gens sont suffisamment forts pour permettre une vie agréable, eh bien, il faut justement cet intérêt général qui soit au cœur au cœur du cœur, je dirais, des hommes politiques. Et puis, si on n'a pas cette possibilité d'avoir des hommes politiques qui ont à cœur l'intérêt général, mais qui font soit du clientélisme, soit qui se deviennent des dictateurs en réduisant toutes les libertés, soit qui partent dans des délires idéologiques, ou peu importe dans quoi ils partent, eh ben, il faut retourner vers la campagne pour trouver de nouveau suffisamment de liberté et suffisamment de gens suffisamment sains pour trouver un oxygène moral qui permet, si vous voulez, d'avoir une vie heureuse. Et finalement, l'éducation, qui était aussi, à mon avis, selon Jean-Jacques Rousseau, une autre façon d'arriver à cet intérêt général, de former non pas un homme pour qu'il fasse qu'un métier, mais que ça soit aussi un citoyen, quelqu'un qui, voilà, capable de protéger, de prendre soin de sa cité, comme on avait d'ailleurs chez la politique d'Aristote, hein, c'est exactement ça aussi, où il faut des aristocrates qui soient les gens les plus vertueux possibles. On a toujours cette même idée, je dirais, à peu près 1800 ans plus tard chez Jean-Jacques Rousseau où on a de nouveau cette idée où il faut dire mais attention un citoyen. Alors faut savoir que Jean-Jacques Rousseau est citoyen de Genève, hein, donc pour lui l'idée de cité est totalement logique. Il n'y a pas vraiment l'État, c'était plutôt des royaumes à l'époque, donc l'État n'est pas tout à fait comme on le conçoit aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour avoir quelqu'un qui soit prêt à vivre dans un régime où les gens, il y a une aristocratie qui veille sur l'intérêt général, il faut aussi qu'on soit éduqué. Et éduqué à quoi? Faire des erreurs, oui c'est ça, avoir un métier surtout, avoir un métier, donc sa place dans la société, plus encore, si on peut, un peu voyager, avoir l'amour de la connaissance, bon ça c'est parce qu'un philosophe, donc forcément il vous dira toujours il faut aimer la connaissance, et apprendre à se tromper, moi je trouve cette idée extraordinaire, c'est quoi que on vous a appris à faire par exemple des devoirs de mathématiques tout juste, mais est-ce que vous avez un seul cours dans votre vie qui vous a appris à vous tromper? Vous faites un exercice, le but c'est que vous vous trompiez
vous apprenez à vous tromper. C'est pas grave de se tromper dans sa vie, ça dépend du niveau de gravité, c'est toujours la même chose, mais par contre, ce qui est grave, c'est de pas savoir, quand on a, je sais pas, il nous arrive des problèmes, ou c'est un problème de maths ou des problèmes dans la vie, c'est la même chose, il y a des moyens de le résoudre, il faut trouver les bons moyens de le résoudre, mais si on n'a pas ça, et si on l'a pas appris, dès qu'on a, comment dirais-je, des difficultés dans son existence, on va s'effondrer, et comme on veut pas s'effondrer, on, voilà, on veut pouvoir faire des erreurs, se relever, aller de l'avant et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça, on l'apprend pas. Et justement, dans les 1000 de Jacques Rousseau, je me souviens vraiment d'avoir, ça m'avait frappé, qu'il faut apprendre à faire des erreurs et pas se prendre la tête sur la double substance chez Aristote, mais il y a d'autres choses plus importantes à apprendre à l'école, et je pense que c'est vraiment apprendre à vivre avec la nature, apprendre à vivre avec soi-même, apprendre à faire des erreurs, et après on peut voir le reste de l'éducation, Maître Renard et Maître Corbeau et compagnie, et après on peut faire toutes les poésies, on peut, mais avant toute chose, c'est quand même apprendre à vouloir aller de l'avant. Et je pense que c'est très important. Voilà. Donc Jean-Jacques Rousseau, si j'aime beaucoup, si je peux vous conseiller à part tous les livres de Jean-Jacques Rousseau, s'il y en a un, c'est quand même les Confessions, qui sont, je pense, vraiment intéressantes. Alors il faut passer la partie un peu au début, il parle de son enfance, qui est un peu pénible, mais dès qu'on arrive vers la vie adulte, quand il sort de la ville de Genève, je vous spoil rien, mais à un moment donné, il va devoir quitter Genève, et c'est à partir de là que sa vie démarre vraiment. Et je pense qu'à partir de là, c'est vraiment intéressant de voir comment il a fait pour vivre, survivre et aller de l'avant. Et puis finalement, bah, c'est vrai que vivre à la campagne, c'est pas mal. On peut critiquer la théorie de Rousseau, mais enfin, je dirais quand même, c'est vrai que se ressourcer à la campagne, herboriser la campagne, comme il dit, c'est une phrase qu'il utilise, j'aime beaucoup. Et ben, herboriser la campagne, ça veut dire quoi? Se balader dans la nature, aller dire bonjour aux fourmis, à dire voilà, cueillir des plantes, enfin, c'est le genre de choses toutes bêtes, mais c'est vrai, se ressourcer au contact de la nature, c'est quand même une chose importante. Et puis, si vous avez des doutes, hein, vous pouvez lire tout simplement le dernier livre de Michel Onfray qui s'appelle Cosmos, où il va vous dire strictement la même chose. Comme quoi, finalement, il y a certaines choses qui reviennent toujours, qui sont vraiment cette idée que la nature, le contact de l'homme avec la nature, quand c'est une harmonie, eh bien, ça, moralement, ça entraîne comment dirais-je, une amélioration. L'homme est meilleur quand il apprend à vivre avec la nature.